Comme on a déjà parlé, les étiologies sont différentes en fonction de la symptomatologie chronique ou aiguë. On différencie les PID de causes connues et les PID chroniques de causes inconnues. Parmi les causes connues, il y a les proliférations néoplasiques, une lymphangite carcinomateuse, donc une infiltration de l'interstitium par des cellules tumorales, c'est le cas de lymphangite carcinomateuse, ou bien le cas d'adénocarcinome, donc une forme histologique des cancers bronchiques primitifs, ou bien un lymphome. Ça peut être une insuffisance cardiaque gauche, et on parle toujours dans le stade d'OAP avec cette atteinte alvéolaire, par un stade précoce où on a une infiltration de l'interstitium par de l'œdème pulmonaire et donc on a une atteinte infiltrative diffuse. Ça peut être d'origine infectieuse, principale cause au Maroc, c'est la miliaire tuberculeuse. Ça peut être une infection, particulièrement chez les sujets immunodéprimés, par le pneumocystis jirovecii. Ça peut être une pneumoconiose, donc plus souvent une maladie professionnelle, à cause d'une exposition à la séliste, à l'asbeste, au beryllium, à des métaux durs. Comme ça peut être une alvéolite allergique extrinsèque, ou bien plutôt appelée plus actuellement pneumopathie d'hypersensibilité. C'est le cas de poumons d'éleveurs d'oiseaux, le sujet en contact avec les déjections d'oiseaux ou bien les plumes, le poumon de fermier avec le contact avec le foin moisi, mais les autres causes sont nombreuses, comme on va voir sur le chapitre dédié à cette pathologie. Ça peut être une origine médicamenteuse, on en a parlé toujours, le poumon il est très vascularisé, donc tous les médicaments peuvent avoir une toxicité sur le poumon. Donc on a un site spécial où on regarde pour voir est-ce que ce médicament peut être responsable d'une pneumopathie médicamenteuse ou pas, qui peut se manifester par une atteinte infiltrative chronique. On a vu les étiologies aiguës, pardon, on a vu les étiologies connues, mais comme ça peut être une étiologie inconnue, une PID chronique de cause inconnue, il s'agit des pneumopathies infiltratives diffuses idiopathiques et c'est un groupe de plusieurs maladies. On va voir ça sur la diapo suivante. Ça peut être une granulomatose. Une granulomatose est en chef de file la sarcoïdose médiastinopulmonaire, et on va parler dans un chapitre dédié à cette pathologie. Ça peut être une histiocytose à cellules de Langerhans. C'est une pathologie rare, mais qui peut se manifester par une atteinte infiltrative. Les pneumopathies infiltratives au cours des connectivites et des vascularites. C'est pourquoi on va insister sur l'examen clinique et la recherche des signes extra-respiratoires en dehors de la dyspnée. Ça peut être une pneumopathie idiopathique à éosinophiles, une infiltration du poumon par les éosinophiles, et on a parlé dans l'asthme, on a une hyperéosinophilie, mais ce n'est pas une hyperéosinophilie majeure et il n'y a pas une atteinte parenchymateuse. Dans ces pathologies, on peut avoir une symptomatologie de sifflement thoracique, mais là, le poumon, il est atteint, on a une atteinte radiologique de l'interstitium et une infiltration de l'interstitium par les éosinophiles. Ça peut être autre pathologie plus rare, la lymphangiomyomatose, l'hypoprotéinose alvéolaire. Sur cette diapo, on voit que les pneumopathies interstitielles diffuses, on peut les regrouper en pneumopathies idiopathiques. Et parmi ces pneumopathies idiopathiques, il y a plusieurs formes. La fibrose pulmonaire idiopathique, une pneumopathie infiltrative non spécifique idiopathique, ça peut être une pneumopathie infiltrative desquamative dont l'agent principal c'est le tabac. Ça peut être une PID auto-immune, donc elle entre dans le cadre d'une connectivite ou d'une vascularite. Connectivite, ça peut être une sclérodermie, ça peut être une polyarthrite rhumatoïde,
Ça peut être un syndrome de Gougerot-Sjogren, un lupus érythémateux disséminé. Ça peut être une pneumopathie d'hypersensibilité par exposition à un agent responsable d'une réaction immunologique au niveau du poumon avec des manifestations interstitielles. Ça peut être une granulomatose et principalement la sarcoïdose, mais également l'histiocytose avec d'autres granulomatoses qui sont moins fréquentes et les autres PID qui peuvent être liés à une exposition à un médicament. Ça peut être lié à une profession, la silicose, l'asbestose et des pneumopathies beaucoup plus rares, les pneumopathies eosinophiles, surtout la lymphozyomyomatose, vraiment elle est exceptionnelle, ou bien d'autres PID rares. On a parlé des PID chroniques qui peuvent être d'origine, qui peuvent avoir une origine connue comme ils peuvent ne pas avoir une origine connue. Les étiologies des PID aigus, ça peut être un œdème pulmonaire, patient qui vient d'arrêter son traitement de son insuffisance cardiaque gauche. Ça peut être un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui peut être dans le cadre d'une intoxication, qui peut être dans le cadre d'une pathologie infectieuse. Ça peut être une pneumopathie infectieuse, que ce soit virale ou bactérienne. Ça peut être une pneumopathie d'hypersensibilité et la pneumopathie d'hypersensibilité, on a vu que le tableau il est plus chronique, mais en cas d'exposition massive, en cas d'exposition la première fois, on peut avoir des tableaux aigus. Ça peut être un syndrome hémorragique alvéolaire et quand je dis syndrome hémorragique alvéolaire, ça veut dire que derrière il y a plusieurs étiologies, ça peut être une vascularite, ça peut être une maladie de système. Et les PID interstitielle de cause inconnue, c'est la pneumopathie par exemple aiguë idiopathique à éosinophile. On a vu que les pneumopathies à éosinophiles peuvent donner un tableau chronique mais peuvent donner également un tableau aigu. Ça peut être dans le cadre d'une connectivite, ça peut être dans le cadre d'une pneumopathie interstitielle aiguë idiopathique. Donc, vous voyez que les étiologies ils sont diverses en fonction du contexte chronique, en fonction du contexte aigu. On a à peu près 200 étiologies. Donc pour y arriver au diagnostic, il faut une bonne démarche diagnostique. Parce que je vais être perdu avec ce nombre important d'étiologies. Est-ce qu'il s'agit d'une miliaire tuberculeuse? Est-ce qu'il s'agit d'une lymphangite carcinomateuse? Est-ce qu'il s'agit d'une sarcoïdose? Est-ce qu'il s'agit d'une pneumopathie d'hypersensibilité? D'où l'intérêt d'une bonne démarche diagnostique. Cette démarche diagnostique, on a vu que les étiologies sont diverses. Ça peut être aigu, ça peut être chronique. Donc, il faut un bon interrogatoire pour y arriver au diagnostic. L'âge, il y a des pathologies qui peuvent se voir à l'adolescence ou bien à l'âge jeune et d'autres pathologies qui ne vont se voir qu'à l'âge adulte. Donc, je ne peux pas les évoquer chez un patient qui a, je ne vais pas évoquer une fibrose par exemple pulmonaire idiopathique chez un sujet âgé de 20 ans. D'accord? Le sexe, par exemple, la lymphangiomatose, c'est une pathologie qui se voit chez la femme, donc je ne peux pas l'évoquer chez l'homme. Une notion de comptage tuberculeux, un patient qui a un contact tuberculeux, il a des images en grains de mil avec une fièvre altération de l'état général, je vais évoquer la miliaire tuberculeuse. Un patient qui a, ou bien une patiente qui a un antécédent d'un néo du sein, si elle a un syndrome interstitiel, je dois suspecter une lymphangite carcinomateuse. S'il a été mis sous chimiothérapie ou radiothérapie, je dois suspecter une toxicité médicamenteuse et je dois regarder est-ce que le médicament, le produit qu'elle a reçu, il peut donner une toxicité pulmonaire. Si mon patient il a une cardiopathie, il peut faire un épargne de son régime sans sel, il peut arrêter ses médicaments et donc il peut faire de l'OAP à sa phase précoce avec une atteinte interstitielle. Chez un patient immunodéprimé, que ça soit
un terrain d'immunodépression acquis, tel l'HIV ou bien un déficit congénital, dans ce cas, je dois suspecter des germes particuliers et entre autres le pneumocystis jirovecii qui peut être responsable d'une atteinte interstitielle avec un tableau aigu de détresse respiratoire. Certains, l'origine ethnique, certaines pathologies se voient au Maroc, certaines pathologies se voient aux États-Unis, par exemple l'histoplasmose. Si mon patient n'a pas séjourné aux États-Unis ou bien dans d'autres pays où l'histoplasmose existe, je ne vais pas le suspecter. L'histoire familiale, est-ce que mon patient il a des frères et sœurs ou bien les parents qui ont une atteinte interstitielle? Ça peut être une fibrose pulmonaire idiopathique, ça peut être une sarcoïdose. Donc, un bon interrogatoire va m'orienter vers tel ou tel diagnostic. Pour la prise médicamenteuse également, mon patient il prend un médicament, je dois regarder sur internet, je dois regarder sur un site dédié pour les pneumopathies médicamenteuses, est-ce que ce médicament il peut donner une atteinte interstitielle? Donc je dois l'incriminer en premier et arrêter les investigations, je dois arrêter le traitement pour voir l'évolution après. Comme ça a été déjà dit, on doit regarder est-ce que le mode de début il est aigu pour évoquer des étiologies des PID aigus ou bien chroniques ou bien un mode aigu. Il faut voir les signes respiratoires. Est-ce que mon patient présente des sifflements thoraciques et dans ce cas je peux évoquer le poumon eosinophile, une vascularité telle un syndrome de Church-Strauss. Est-ce que mon patient il a des douleurs thoraciques? Ça peut être une atteinte pleurale associée, une pleurésie en pneumothorax qui vont orienter vers telle ou telle étiologie. Et bien sûr, la chose sur laquelle on insiste beaucoup, c'est la recherche de signes extra-respiratoires. Vous avez vu que la sémiologie de l'atteinte interstitielle, elle est pauvre. Mon patient il présente une dyspnée, une toux sèche, des râles crépitants à l'auscultation. Mais je dois rechercher pour arriver à un diagnostic étiologique les signes extra-respiratoires. Ça peut être un syndrome sec, ça peut être des arthralgies, ça peut être une baisse de l'acuité visuelle. Par exemple, des signes cutanés à type d'érythème noueux vont orienter vers la sarcoïdose, mais également vers la tuberculose. Des macules et des papules vont orienter vers une myopathie idiopathique, inflammatoire ou bien médicamenteuse. Un syndrome de Raynaud avec des télangiectasies, ça va orienter vers la sclérodermie. Une uveiite, ça va orienter vers une sarcoïdose. Un syndrome sec, oculaire et buccal va orienter vers un syndrome de Gougerot-Sjogren. Des adénopathies périphériques vont orienter vers une sarcoïdose ou bien une lymphangite carcinomateuse, pourquoi pas une tuberculose ganglionnaire également, une hépatosplénomégalie vers une sarcoïdose, une atteinte articulaire, ça peut être une connectivite, ça peut être une sarcoïdose, ça peut être une vascularite. Un diabète insipide, ça peut orienter vers l'histiocytose à cellules de Langerhans. Une glomérulonéphrite associée peut orienter vers une vascularite, une connectivite, des anomalies neurologiques. Ça peut orienter vers une sarcoïdose avec ou bien une lymphangite carcinomateuse, une connectivite ou une vascularite. Donc, on doit insister sur les symptômes, les signes extra-respiratoires. Est-ce qu'il existe ou elle n'existe pas? Si ces signes extra-respiratoires existent, ça se voit plus fréquemment dans quel tableau pour avoir une orientation pour le bilan à demander après. La radiographie thoracique permettra également d'orienter le diagnostic étiologique. Comment? C'est en recherchant les lésions associées. Par exemple, si j'ai une atteinte pleurale avec un aspect en grain de mil, c'est plutôt la tuberculose. Ou bien un aspect de lymphangite carcinomateuse, c'est plutôt une néoplasie. Un pneumothorax, ça se voit dans la lymphangioméomatose ou l'histiocytose plus fréquemment. Des adénopathies hylomédiastinales, ils vont orienter vers une sarcoïdose. L'aspect également donc
des lésions, donc une miliaire, donc, ou bien des kystes ou un verre dépoli, ça va orienter vers telle ou telle étiologie et également le siège des lésions. Le bilan étiologique se base également sur un bilan biologique. Et ce bilan biologique, il y a certains examens qu'on demande de façon systématique et d'autres, ils seront demandés en fonction de l'orientation clinique et radiologique. Si je pense à la tuberculose, je vais demander les BK directs, mais ces BK, le plus souvent, ils sont négatifs en cas de miliaire tuberculeuse. Je vais demander une NFS complète et je regarde les eosinophiles. Par exemple, une hypereosinophilie, elle va orienter vers un poumon eosinophile. Une anémie avec thrombopénie ou carrément une pancytopénie, ça peut orienter vers une maladie de système. Une lymphopénie profonde, ça peut orienter vers une HIV avec une pneumocystose. Un ionogramme sanguin, ça peut montrer donc un taux d'urée de créatinine augmenté orienté vers une atteinte rénale qui peut cadrer avec un tableau de connectivite ou de vascularite. La protéinurie de 24 heures témoignant d'une atteinte rénale, un bilan phosphocalcique où on a des perturbations de ce bilan phosphocalcique avec une calcémie qui peut être parfois importante en cas de sarcoïdose, un ECG avec une écho-cœur pour voir est-ce qu'il n'y a pas une insuffisance cardiaque gauche et qui explique facilement cette atteinte interstitielle. Les autres examens, ils sont demandés en fonction du contexte. Si je suspecte une pathologie une pathologie systémique telle une connectivite, je demanderai un bilan immunologique. La TDM thoracique permettra une meilleure orientation des diagnostics. Et sincèrement, on a des signes, on ne va pas entrer dans les détails, on a des signes qui peuvent orienter de façon précise vers l'histiocytose, la lymphangiommyomatose, vers la BBS ou sarcoïdose, vers l'alvéolite allergique extrinsèque, l'asbestose et la fibrose pulmonaire idiopathique. Ce scanner thoracique, en plus de cette orientation diagnostique, s'il montre un aspect typique de certaines lésions, il va permettre d'orienter le choix des prélèvements par des biopsies transbronchiques ou des biopsies chirurgicales. Il va guider également le lieu des prélèvements si je vais faire un lavage broncho-alvéolaire. Et c'est quoi ce lavage broncho-alvéolaire? Donc, c'est un moyen non invasif d'exploration du poumon profond. On parle d'atteinte interstitielle ou d'atteinte infiltrative. On ne peut pas arriver jusqu'au niveau de l'interstitium. Mais on a dit que dans cette atteinte infiltrative, il n'y a pas une atteinte simplement de l'interstitium, mais on peut avoir une atteinte des alvéoles, une atteinte péribronchovasculaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter du sérum salé, une quantité qui arrive fractionnée de 200, une quantité fractionnée de 200 cc, et on fait un lavage. Il a un intérêt diagnostique majeur dans certains PID. Par exemple, en cas d'atteinte pneumocystose, si je mets, on isole le pneumocystis gyrovesi. En cas d'atteinte néoplasique, je peux isoler des cellules néoplasiques. En cas, par exemple, je vais analyser les cellules. Par exemple, si je trouve une hypereosinophilie importante, ça oriente vers un poumon eosinophile. Si je trouve des lymphocytes augmentés en nombre de façon importante, ça peut orienter vers la sarcoïdose ou bien la pneumopathie d'hypersensibilité. J'ai fait mon lavage bronchiolo-alvéolaire, j'ai fait mon bilan biologique, j'arrive pas à faire le diagnostic. Je dois voir est-ce que j'ai pas de lésion périphérique, est-ce que j'ai pas de nodule, est-ce que j'ai pas d'adénopathie. Donc je peux biopsier et faire le diagnostic étiologique de ma PID. Sous fibroscopie, je peux réaliser des biopsies bronchiques étagées. Et ça a un intérêt dans les pathologies où ça atteint également les bronches, par exemple dans la sarcoïdose. Je peux compléter par de biopsies cutanées qui peuvent orienter vers une sarcoïdose ou une autre atteinte ou une autre maladie de système.
Je peux réaliser des biopsies des glandes salivaires quand je pense à un syndrome de Gougerot-Sjogren. Si après tout ce bilan, j'arrive pas à faire le diagnostic, je peux faire une biopsie chirurgicale du poumon, mais ça reste un examen de dernier recours parce que c'est un examen qui est invasif, et que ça nécessite une chirurgie, ça nécessite une anesthésie. Donc, je dois faire, ça reste de dernier recours si je ne retrouve pas l'étiologie de cette PID. Après avoir réalisé donc ce bilan étiologique, après avoir arrivé à l'étiologie, je dois faire un bilan de retentissement de cette PID. Est-ce qu'il existe des signes d'insuffisance cardiaque droite témoignant de l'existence d'une hypertension pulmonaire? Je dois faire une exploration fonctionnelle respiratoire, voir le retentissement, la gravité de la dyspnée par la réalisation d'un test de marche. Je dois évaluer le degré de l'atteinte restrictive par la plétismographie, donc par la capacité, le pourcentage de la capacité pulmonaire normale par rapport à la capacité pulmonaire totale par rapport à la valeur théorique, la valeur de la capacité vitale. Je dois voir est-ce qu'il y a une diminution de la DLCO et en cas de suspicion d'insuffisance respiratoire chronique, je dois réaliser une gazométrie pour instaurer le traitement, une oxygénothérapie. L'écho-cœur a un intérêt pour voir est-ce qu'il y a une hypertension pulmonaire. En conclusion, vous avez vu que les PID, que ce soit aigu ou chronique, ont diverses étiologies, que ça nécessite une bonne démarche diagnostique reposant sur un bon interrogatoire, sur une bonne hiérarchisation des examens complémentaires pour arriver à un diagnostic et éviter les solutions de facilité, retenir un diagnostic sans avoir des arguments forts.